Ok. Ah bah parfait, je m'entends. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Pierre-Yves Ricot. On va passer les prochaines 50 minutes ensemble. Donc quand je suis arrivé chez Square, parce que évidemment je travaille chez Square, personne n'était vraiment capable de répondre à la question comment se comporte notre hardware sur le terrain. Alors, qu'est-ce que c'est notre hardware? Bon, déjà, je vais peut-être simplifier les choses. Qui a déjà entendu parler de Square avant de voir le nom sur la conf? Ok, pas mal de gens, donc ça c'est cool. Donc le hardware, c'est ce petit lecteur là, bon là c'est une version rouge, hein, mais c'est le même principe. Normalement c'est blanc, qui permet de prendre des paiements par carte bancaire sur son smartphone. Donc c'est utile ça permet à tout un tas de gens de devenir marchands. Et, Et donc l'idée, c'est que en fait aux US, on paye pas, quand on paye par carte bancaire, on paye pas avec la puce, on paye avec la bande magnétique qui est de l'autre côté. Et l'idée, c'est que tout simplement, on a ce lecteur qui est branché dans le jack audio. On va rentrer un prix et passer la carte dans le lecteur. Puis là, j'arrive sur un écran où aux US, en général, on signe quand on paye. Puis on met un pourboire et donc je signe sur l'écran. Je sais que vous voyez pas grand-chose, mais pour le principe, ça marche, voilà. Même si là, c'est du chiquet. Et donc à la fin, j'ai fait ma transaction. Et ce petit lecteur, il permet de gérer des milliards de dollars de paiements aux US et aussi au Canada et au Japon, tout compris. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de ce petit lecteur assez rapidement, puis de trois autres choses. Mais tout d'abord, qui a déjà entendu parler de ce que c'est qu'une boucle de rétroaction ou une boucle de retour ou feedback loop en anglais? Voilà, donc en automatique, je viens d'entendre automatique, c'est ça. C'est un truc qui, en gros, c'est les sorties influencent les entrées. C'est pas ce dont je vais parler aujourd'hui, mais de manière générale, dans le vocabulaire commun, quand on parle de feedback loop, on parle de l'idée d'améliorer ce que l'on fait en regardant, en produisant un résultat et en regardant ce qui en sort et en utilisant ça pour améliorer le produit. Et donc, ça, dans l'idée, c'est ce qu'on pensait faire, c'est ce qu'on voudrait faire pour le lecteur. C'est-à-dire, j'ai mon lecteur avec le software qui va avec, et puis j'envoie des infos dans le cloud, dans les data centers, et on analyse tout ça, on réfléchit, on boit, on code, et hop, on améliore le code, le software du lecteur, et éventuellement, on fait une nouvelle version du lecteur qu'on ship. Et donc, comment ça marche? Je vais rentrer step by step, pas à pas dans cette feedback loop, et on va regarder un peu ça ensemble. Donc l'idée, c'est que au départ, la carte, elle a une bande magnétique. En fait, c'est des 0 et des 1, et c'est lu par le lecteur qui prend cette information et qui l'encrypte, qui en fait un paquet encrypté qui sera décrypté uniquement sur le serveur. Et ce lecteur, il envoie un message audio puisqu'on est branché dans le jack audio. Donc ça, c'est le message envoyé par le lecteur à l'application, au téléphone, et donc l'application le reçoit. Le problème, c'est que l'application n'a pas vraiment moyen de savoir si c'est le lecteur ou si c'est un kit main libre ou si c'est du bruit électromagnétique. Donc il faut gérer le fait que c'est un peu comme un modem, mais en même temps on reçoit du bruit, on reçoit tout un tas de bordel. Il faut gérer ça et faire la différence entre le signal et le bruit. Et donc si on continue un petit peu ce qui se passe derrière, au-delà du paiement, nous, comme on veut créer une feedback loop et donc avoir du feedback, on envoie toutes ces informations sous forme de requêtes HTTP dans des data centers, dans nos data centers. Et derrière, c'était donc des requêtes HTTP avec du JSON, mais donc ça se retrouve dans Hadoop, en fait, stocké en brut. Et après, on avait des jobs qui transformaient ça en table Hive, et permettant ensuite de faire des requêtes. Alors, ça, c'est un peu le truc idéal et sympa. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fait d'utiliser du JSON, ça veut dire que chacun peut faire un peu ce qu'il veut. Donc, par exemple, d'une version à l'autre de l'appli, on peut rajouter un petit champ. Et puis, dans l'appli iOS, on peut mettre des champs un peu différents dans l'appli Android. Puis, 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, vous vous retrouvez avec 10 versions différentes, 10 formats JSON différents. Et le job qui va parser ce JSON et ces headers HTTP et qui en fait une table Hive, d'un seul coup, il devient très très compliqué et plus personne y comprend grand-chose. Et donc au final, on a là ce que j'ai mis là, c'est un peu les données de paiement, parce que Square, ce qu'on fait, c'est du paiement, et donc on est très fiable là-dessus, et nos données de paiement sont hyper fiables, on a confiance en elles. On rentre ça dans une moulinette, on rentre les données du lecteur, et on dit voilà, alors le chiffre est virtuel, hein, ça veut rien dire, mais voilà,
on pense que notre lecteur, il est performant à, je sais pas, 42% ou n'importe quoi, et on présente ça à toute la boîte. Les gens sont contents et tout, c'est bien. Et puis, quand on réfléchit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas trop. On sait pas trop, et là, c'est là que ça devient intéressant, c'est que on se rend compte qu'on a perdu la connaissance sur la signification de ce chiffre et toutes les étapes qui permettent d'amener à ce résultat. Et au final, qu'est-ce qui nous sert à modifier le software, le lecteur? D'une part, ces données de paiement dont je vous ai parlé, en fait, il y a deux types de paiements. Il y a les paiements par carte bancaire, en passant la carte dans le lecteur, et puis aussi les paiements où les gens peuvent rentrer le numéro de carte. Et ça, comme c'est moins sécurisé, ça coûte plus cher pour les marchands. Donc ils le font pas. Sauf quand le lecteur marche pas. Quand le lecteur marche vraiment pas, ils en ont marre, ils veulent vendre leur truc, je le rentre. Du coup, on se servait de ça pour regarder quand le volume était très élevé. On disait, ah tiens, c'est marrant, sur tel téléphone Android, il y a beaucoup de paiements où les gens rentrent le numéro de carte. Ça doit pas très bien marcher. Donc on pourrait dire que c'est une bonne manière de contourner le problème. Sauf qu'au final, au lieu d'améliorer les données, tout ce qu'on fait, c'est on a un marteau, c'est les données de paiement, et puis tout devient un clou, et donc on analyse tous les problèmes à travers les données de paiement. Et le problème, c'est que ça, c'est très manichéen comme approche, c'est-à-dire qu'on va tout de suite trouver les téléphones qui posent des gros problèmes, mais on ne trouvait pas du tout... par exemple, si on essayait d'améliorer l'algorithme, on n'avait pas vraiment moyen de se rendre compte si ça changeait légèrement les choses ou pas. Et l'autre input qu'on avait, c'était le support, les gens qui appellent en disant voilà, mais ça marche pas. Alors c'est un peu compliqué de débugger les choses quand quelqu'un vous dit ça marche pas, vous êtes là ça marche pas, t'as pas des infos, voilà. Et donc en fait, notamment un des problèmes qui nous arrivait qu'on comprenait pas, les gens nous disaient voilà, il y a des swipes, donc les swipes c'est le fait de passer le swipe, hein, des swipes fantômes. Et en fait c'est-à-dire que quand on swipe, des fois ça marche, des fois ça marche pas, et quand ça marche pas, ça affiche un petit message comme ça. Mais il y avait des gens qui faisaient rien. Et ils voyaient des swipes comme ça qui apparaissaient, réessayaient, donc ils appelaient, puis nous on n'y arrivait pas, on disait mais ils sont complètement fous. Enfin, on disait pas ça, hein, mais voilà. Et donc à partir de ces choses-là, on essayait de réparer, d'améliorer le software et le lecteur. Et au final, si on résume la feedback loop, c'était un peu, on envoie des données dans le cloud et on sait pas trop ce qu'on en fait, et on reçoit des appels au téléphone et puis on essaye de réparer le truc. Et ce dont je veux vous parler aujourd'hui, en fait, c'est un peu ça, c'est différentes approches sur comment collecter de l'information, différents exemples de feedback loop, et on va voir ça tout de suite. Donc, très rapidement, on va continuer sur l'exemple du lecteur. Le système est en place. C'est vrai que la réaction, je pense, de à peu près vous tous, c'est de dire, enfin moi y compris, c'est de dire bon, on jette tout ça, on s'en fout, et puis on va faire notre truc. Et en fait, c'est pas forcément la bonne réaction parce qu'il faut quand même réfléchir au fait que toutes ces données qui sont là, elles sont là depuis quelques temps. Certes, personne n'y comprend rien, mais finalement, elles sont arrivées là par un processus logique. Donc, si on reprend étape par étape toutes les versions du code et qu'on regarde comment les choses arrivent, on va réussir à comprendre comment ces données sont produites. Et donc, on va quand même être capable d'en extraire, même si c'est beaucoup de travail, une certaine quantité d'informations. Et ce serait dommage de perdre ça parce que ça va permettre de designer la suite assez facilement. Et l'autre chose à faire, l'autre chose qui va être très très importante, c'est de construire cette vision globale de comment marchent les choses, à la fois au niveau du hardware, au niveau même de la stack logicielle et au niveau des données. Et pour ça, vous aurez besoin de casser les silos, en fait. C'est-à-dire de prendre des mecs du hardware si vous avez du hardware, des mecs du software, des ingénieurs clients, serveurs, data, et mettre tout le monde ensemble dans la même chambre, même chambre, ça c'est l'anglais ça, pas dans la même chambre, dans la même pièce, et donc faire parler tout le monde. Et au final, il en sort des choses intéressantes. Donc ça c'est juste un exemple. C'est normal que vous voyez rien parce que j'ai pas le droit de vous montrer. Mais il faut imaginer, par exemple, ça c'est les différents lecteurs, et le quatrième c'est pas un lecteur, c'est crap que je vais pas traduire. Mais c'est en gros parce qu'il y a des bruits électromagnétiques, etc. Et donc ça nous permettait de modéliser cette complexité, ça nous permettait de comprendre le système. Pour attaquer la phase d'après qui était définir les questions. Alors c'est évident, hein. C'est évident quand on veut envoyer des données, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire voilà, quel est le problème que je souhaite résoudre, quelles sont les questions auxquelles je souhaite répondre. C'est évident, mais pas tellement, parce que ce qui va souvent se passer, c'est que vous avez des gens, et moi y compris, on va se dire ouais, non mais attends, on va juste tout envoyer, puis on verra après. On va envoyer toutes les données qu'on a, et puis de toute façon ce sera stocké, puis comme ça on pourra faire des requêtes dans tous les sens, et on pourra répondre aux questions.
Et comme vous l'avez vu, le problème c'est que ça demande ensuite beaucoup de travail, et il est préférable de réfléchir un petit peu en amont. Ça c'est comme partout en engineering. Et donc par exemple, une des questions dans notre cas c'était, alors est-ce que ça marche bien sur iOS, est-ce que ça marche bien sur Android? Est-ce que tel lecteur marche mieux que tel lecteur? Est-ce que dans telle région, on a des problèmes électromagnétiques qui font que... Enfin, ça peut devenir des questions très spécifiques. Mais donc en gros, on a été voir les différents acteurs en disant, voilà, qu'est-ce que vous voulez savoir sur le lecteur, les versions, les machins, les trucs. L'étape d'après, c'est ensuite d'en sortir, évidemment, finalement le modèle et pas vraiment les requêtes, mais une idée de ce que les requêtes qui répondront à vos questions, ce à quoi elles pourront ressembler. L'idée étant que ça, c'est un cycle. Hein. L'idée, c'est que vous voulez répondre à vos questions, donc vous allez commencer à réfléchir, j'ai besoin de telle information, telle information, telle information, je vais envoyer tel événement, etc. Mais vous voulez aussi que ce soit assez facile à requêter. Et c'est vrai qu'on peut toujours, une fois qu'on a la donnée, on peut toujours reconstruire comme on veut. Mais ça peut être très compliqué. Un exemple classique, c'est de dire... de toute façon, on envoie un timestamp, donc ces deux événements-là, ils sont reliés, mais ce sera facile, alors il suffira de tout ordonner par timestamp, et ensuite on pourra regarder les choses dans l'ordre. Et on pourra savoir que l'événement-là est lié à l'événement-là, parce qu'il est juste avant dans le temps. Et ça, par exemple, ça peut être assez compliqué, ça peut demander beaucoup de travail de calcul à recréer cette relation-là. Alors que si dès le départ, on met par exemple un UUID qui en gros une foreign key, qui permet de faire la relation entre les deux, ou alors tout simplement qu'on dénormalise et qu'on copie toutes les données d'un événement dans l'autre, ça va peut-être faire plus de volume. Mais en général, on fait du big data, le volume de données, c'est pas trop un problème, mais ça va surtout vous permettre de rendre les choses beaucoup plus faciles à requêter. Et donc, moi, tout ça, je savais pas trop, hein, et c'est en bossant avec des analystes et des gens qui ont l'expérience, et c'est super important quand vous faites un peu... je sais pas, il faut pas oublier que il faut essayer de sortir des silos, et la personne qui va être le mieux à même de comprendre les données qu'elle va envoyer et les questions à laquelle elle veut répondre, c'est probablement l'ingénieur qui envoie les données. Mais par contre, il sait pas forcément comment y répondre, et donc c'est bien de bosser à plusieurs et d'avoir ce retour-là. Et l'étape d'après, c'est évidemment comment on envoie les données. On a vu un peu qu'est-ce qu'on envoie et comment on l'envoie. Donc par exemple, dans notre exemple, on avait regardé Flurry, Google Analytics. C'est vachement bien, Flurry et Google Analytics, pour tout ce qui est analyse de la navigation dans une appli, par exemple, ou dans une web app. C'est vachement bien pour tout ce qui est vision globale sur des applis. Le problème, c'est que ça permet pas de creuser selon tout un tas de dimensions et d'écrire des requêtes très spécifiques. Et en plus, vous possédez pas vos données. Et donc, ça devient très compliqué quand vous n'avez pas prévu un cas. Même si j'ai dit il faut prévoir avant, mais quand bien même, ça devient très compliqué de faire ce que vous voulez. Nous, ça nous convenait pas, et donc on a décidé d'envoyer de faire comme on faisait avant, c'est-à-dire d'envoyer tout sur un endpoint qui va tout capturer dans Hadoop, et ça va se retrouver dans des tables Hive. Alors ensuite, la question c'est le format. Est-ce qu'on fait... Alors ça, ce rond, ça je savais pas en fait, mais ça c'est JSON. C'est du JSON donc. Et en gros, les deux choses qu'on a regardées, c'est du JSON ou du protobuf. Avant, on avait du JSON. Et il y a deux questions à se poser de manière générale. Il y a la question du format pour le modèle, c'est-à-dire comment on va documenter, dire voilà, un événement, ça va avoir tel champ et tel champ, et on met tel champ dans tel cas. Donc c'est le format du modèle. Et le protocole d'échange, c'est-à-dire comment les données se baladent sur le réseau. Et finalement, le truc du JSON, c'est qu'il n'y a pas vraiment de modèle. Il y a des gens qui ont inventé des trucs, et puis il y a des possibilités finalement de donner des exemples, mais en général, le JSON n'est pas utilisé en soi comme modèle. Il est plutôt utilisé comme protocole, comme format d'échange de données, on va dire. Alors que protocol buffer, peut servir de modèle. Je vais détailler un petit peu. Donc le JSON, c'est très facile à débugger, puisqu'il suffit de faire un dump d'une requête HTTP, vous voyez ce que vous envoyez, c'est évident et ça marche bien. Tout le monde connaît JSON? Ouais, ça va? Non, moins de gens que... Vous connaissez plus Square que JSON. Alors ça, par contre, c'est... Ou alors vous êtes tous endormis. Bon. Le truc de JSON, c'est que c'est super facile à faire évoluer. Mais ça devient vite n'importe quoi. C'était ce qui nous avait mordu la première fois. Donc c'est super bien quand on a besoin d'itérer rapidement. Mais ça donne ça. C'est-à-dire qu'à la fin, je rajoute un champ, et puis je sais plus ce qui se passe. À l'inverse,
Protocol Buffer, c'est vraiment très bien. Moi, j'aime beaucoup. Donc, il y a tout un tas d'avantages. On va la refaire. Qui connaît Protocol Buffer? Vous connaissez plus que JSON? Je comprends rien. C'est bizarre. En fait, c'est un protocole d'échange binaire, donc défini par Google. C'est indépendant du langage et de la plateforme. Donc, ça marche à peu près partout. Ce qui est bien, c'est que c'est assez facile à lire. Enfin, au début, on comprend pas trop c'est quoi les chiffres, c'est quoi les mots-clés, tout ça. Mais finalement, c'est quand même assez facile à lire, c'est assez facile à documenter. Et du coup, ça va permettre à servir de source de vérité. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, dans notre cas, on avait un repo central contenant les définitions protobuf. Et donc, les clients allaient récupérer ça pour construire leur objet Java, enfin, pour générer les objets Java à partir desquels on allait envoyer les données. Et côté serveur, c'est pareil, ça allait récupérer ça pour pouvoir parser le protobuf et puis transformer ça automatiquement en table dans Hive. Et le truc très intéressant, c'est que ça évitait d'avoir à écrire un job à la main de parsing des objets. Le truc le faisait automatiquement. Il dit ok, donne-moi le modèle, ok, je reçois les protobufs. Bon ça va créer une table comme ça dans Hive avec chaque champ correspondant. Donc il y a des petits trucs à savoir sur les champs repeated, etc. où ça devient compliqué parce que les tables, évidemment, c'est toujours des modèles plats, alors que ça peut être des modèles avec des extensions, ça peut être non plat. Donc il y a des techniques pour mettre ça correctement dans Hive. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Et donc après, il y a 2-3 trucs à savoir sur Protocol Buffer. Donc les numéros là, c'est des index. C'est un peu chiant au départ, moi je comprenais pas, je disais non mais attends c'est chiant, pourquoi tu dois dire que le premier champ c'est le 1 et le deuxième champ c'est le 2 et le troisième c'est le 3? Ils sont cons. Et pardon, j'avais dit que je disais pas d'insulte aujourd'hui. Et en fait, l'explication elle est simple, c'est que c'est beaucoup plus maintenable dans le temps. C'est-à-dire que si vous voulez changer le nom d'un champ, vous pouvez le changer, le numéro reste le même et tout va bien. Et il n'y a pas de problème de compatibilité. Et ça rend les choses. Et après aussi c'est pareil en termes d'envoi de données. En fait, quand on envoie un flux de proto, ce qu'il envoie, c'est le numéro du champ et derrière le contenu du champ. Et un dernier point, là vous voyez le mot-clé optional. Donc c'est un mot-clé qui dit il n'a pas besoin d'être présent, ce champ n'a pas besoin d'être présent. On a une règle chez Square que je trouve plutôt bonne, sûrement appliquée ailleurs aussi. C'est tous les champs doivent avoir le mot-clé optional. Donc à ce moment-là, on pourrait se dire que finalement, on pourrait juste supprimer le mot-clé et voilà. Et donc l'idée, c'est que comme on peut vouloir un jour supprimer un champ, si on met pas le mot-clé optional, ils risquent les clients, par exemple, risquent de péter parce qu'ils ont l'ancienne version et d'un seul coup, le champ est manquant. En mettant optional partout, ça permet de s'assurer au niveau du futur. Par contre, le gros souci de ça, c'est qu'il faut documenter du coup quand est-ce que c'est vraiment optionnel et quand est-ce que c'est vraiment obligatoire. Voilà, je vais boire encore un petit coup. Alors je sais pas qui fait du dev client des applis, tout ça. Quelques personnes quand même, c'est pas mal. Un truc que vous avez probablement remarqué, c'est qu'une grosse différence entre le dev serveur et le dev client, c'est que les applis ne meurent jamais. C'est-à-dire que quand on release une version 1, quand on est né 2 ans plus tard à la version 10, il y a toujours les mecs il y a toujours un gars paumé qui utilise la version 1. Et on peut rien faire pour l'arrêter. Il va continuer à envoyer des données. Et il faut gérer ça. Et du coup, gérer cette évolution des données, ça devient plus important qu'avoir de la flexibilité. C'est pour ça qu'on a choisi Protocol Buffer. Et de la même manière, c'est très important de documenter les changements. Donc voilà un dernier point donc moi je fais du dev Android. Sur Android, on a un problème assez connu qui est que jusqu'à la version 10, le nombre de méthodes dans une appli est limité à 65 000. Voilà, c'est un peu débile, mais c'est comme ça. Et ce nombre de méthodes étant limité à 65 000, il y a 2 approches. Il y a l'approche Facebook. Ils ont hacké le démarrage des applis pour changer ce truc-là dans la mémoire. Enfin, je sais plus, ils avaient fait tout un post là-dessus pour permettre d'aller au-delà. Je les présente sous un mauvais jour, mais c'était quand même un sacré truc à faire. Et sinon, ce qu'on s'est dit nous, c'est on va limiter le nombre de méthodes. Et en fait, ce qui occupe beaucoup de méthodes, ce qui augmente beaucoup le nombre de méthodes, c'est tout ce qui est code généré, et notamment le code des protos générés par le proto-C de Google. Et donc, on a créé Wire, qui est une librairie qui permet d'envoyer des protos
en limitant le nombre de méthodes, donc très bien pour le côté client, et aussi en apportant tout un tas d'avantages. Donc c'est un code qui est assez lisible, ça génère des builders, les instances là sont immuables, donc ça c'est quand même assez pratique. En fait, une fois qu'on a commencé à utiliser ça, ça devient très intéressant, on y prend vraiment goût. Ça reporte la documentation, les enums, etc. Et Google a sorti un truc qui s'appelait Nano Proto, je crois, et donc c'était le même principe, limiter le nombre de méthodes count, mais ça nous allait pas parce que ils avaient pas tout ça, les builders, la facilité de lecture du code, etc. Et donc finalement cette collecte d'informations a permis d'amener à des prises de décision. Donc une fois de plus, je peux pas trop vous montrer, c'est un peu le truc qui est dommage, mais en gros, faut imaginer, c'est super bien. On a essuyez vos lunettes. On a des graphes maintenant en fait qui sont dans les locaux, notamment sur la partie hardware, qui nous montrent au jour le jour le nombre de swipes qui sont réalisés et comment les nouvelles versions évoluent, etc. Et donc c'est super intéressant parce que ça permet d'un seul coup d'avoir un suivi et de voir si jamais par exemple, supposons que dans l'usine on produise un lot de lecteurs défectueux, ça va tout de suite se voir sur les graphes en fait. Donc ça c'est très intéressant. Ça nous permet aussi de voir quand on réalise une nouvelle version qui améliore les algorithmes de décodage du signal. Normalement, ça monte, ça s'améliore. Si ça s'améliore pas, c'est qu'on a mal fait notre boulot. De la même manière, ça a permis d'avoir ce genre de truc qui nous montre le chiffre d'affaires généré pour un type de téléphone. Donc, en gros, ça permet de se dire bon bah ce téléphone utilisé par un mec en Chine, on sait même pas ce que c'est. Bon, il y a $3, de toute façon, on n'est pas censé utiliser Square en Chine. Voilà, ça permet un peu de se donner des priorités, etc. Et pour le support, de voir quels sont les téléphones qui sont efficaces. Moi, je trouve un gros avantage aussi finalement de bien maîtriser sa collection de données et d'avoir tout ça dans Hive, c'est qu'ensuite, n'importe quel ingénieur, il peut regarder la doc et puis il peut aller taper des petites requêtes. Et puis il peut répondre à ces petites questions tout seul. En tapant du SQL, alors derrière, c'est pas tout à fait du SQL, voilà, machin, mais ça permet de répondre très rapidement à tout un tas de questions qu'on peut se poser. Là, par exemple, moi, je trouvais ça super intéressant. Ça nous permettait de lister tous les nouveaux devices qui apparaissaient et qui utilisaient Square. C'est-à-dire, je sais pas si vous savez, il y a à peu près 4000 téléphones modèles Android différents, ou même plus, je sais plus, dans le monde. Et donc, en faisant ça permettait d'un seul coup d'avoir les nouveaux devices qui sont sortis dans les 7 derniers jours et leur performance. Donc si un constructeur sort un téléphone, eh ben on est capable de dire, de les appeler en disant attendez, votre téléphone que vous avez sorti là, il marche pas très bien, il y a peut-être un souci, on va regarder ensemble. Et du coup, eh ben c'est très pratique. Et un dernier détail sur Hive quand même. Parce que moi j'ai découvert, je savais à peine écrire du SQL, je regardais comment on faisait les analyses, j'essayais de faire pareil. Puis après j'ai commencé à me faire engueuler parce que mes requêtes elles prenaient une journée alors qu'on pouvait les faire en 10 minutes. Et en gros ce qu'il y a c'est que c'est du SQL mais pas tout à fait, il faut savoir comment ça fonctionne parce que suivant l'ordre dans lequel vous ordonnez vos requêtes et vous faites vos opérations, ça peut être 1000 fois plus performant. Des exemples typiques, c'est qu'en général, les données sont organisées par silo, par exemple de journée. Et donc, faire un récupère-moi tout, puis ordonne-moi par timestamp, très mauvaise idée. À l'inverse, mieux vaut dire récupère-moi tout ce qui vient après cette date. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus rapide. Et donc, pour finir, ça nous a permis aussi, c'était assez cool, de résoudre ce problème de comment je différencie le bruit du vrai signal. On a mis en place une classification avec des transformés de Fourier, donc ça permet de faire... L'idée c'est qu'on prend le signal, on peut faire une analyse spectrale dessus, et on peut identifier si c'est du bruit, ou si c'est un vrai signal, le signal du lecteur, ou même quel type de lecteur. Et en utilisant le fait qu'on ait une pipeline de données, ça permet de savoir de comparer ce qu'a dit notre classification à ce qui est réellement le signal, parce que si on a réussi à le décoder, c'est que c'était vraiment un signal. Ou sinon, on peut se dire que c'était peut-être du bruit. Et du coup, ça permet d'avoir un feedback et finalement de fermer la feedback loop. Donc voilà, pour faire court, c'était un peu les différentes étapes que je vous ai montrées sur ce cas-là. Et finalement, l'idée, elle est simple, c'est juste de réfléchir avant de foncer et d'envoyer toutes les données. Voilà, je vais passer à l'exemple suivant. Vous avez vu un petit peu la collection massive et automatisée de données, voilà, c'était un peu ça. C'est pas forcément la solution à tous les problèmes. Là, on a un autre problème que je vais vous présenter rapidement, c'est l'idée que on développe une nouvelle version de l'appli, et puis il y a des marchands qui sont pas contents, qui appellent le support en disant ça marche pas, ou alors moi je voulais telle feature et puis vous m'avez enlevé tel truc, etc.
Et on n'avait pas forcément l'information en retour. C'est-à-dire que le support, ils vont évidemment faire suivre quand il y a des bugs, etc. Mais c'est très dur dans une entreprise de faire en sorte que tout le monde ait un peu une notion de quels sont les problèmes de nos clients finalement. Comment est-ce qu'on fait pour que n'importe qui puisse avoir accès à l'information, et une information plutôt qualitative que quantitative, c'est-à-dire on ne veut pas savoir, il y a 3000 personnes qui se plaignent de ça, mais globalement, il y a des gens qui ont plutôt ce genre de problème, etc. Et donc, on a cherché à résoudre ce problème, et en fait, c'est finalement comment rester en contact avec la réalité. Et ça, c'est les 4 principes de Square. Alors, au début, quand on voit ça, ça fait un peu rigoler. On se dit, ouais, je suis arrivé, j'ai fait, ouais, bon, c'est bien, c'est Pipoland. Mais ça marche pas mal, ça s'applique pas mal. Et en fait, on prend l'habitude de répéter ces choses-là. Et notamment, la première règle, c'est start small. Et donc, start small. Du coup, ce qu'on voulait faire, c'était donner finalement du feedback. Et vous allez voir, c'est super techos. On a fait une mailing list. Voilà, c'est tout. C'est juste un exemple que je trouve rigolo parce que on aurait pu collecter plein de data sur le support, faire de l'analyse de texte automatisée sur les commentaires, enfin les demandes envoyées par les gens, etc. Et finalement, tout ce qu'on a fait, c'est laisser les gens qui font du support, quand ils voient un email qui les intéresse ou qui les marque, faire des citations anonymisées et l'envoyer à toute la boîte. Et ça marche vachement bien parce que, alors j'ai un exemple assez, avant on avait un écran où les gens pouvaient rentrer un pourboire qui était séparé de l'écran de signature. Donc, et le problème, c'est que quand les marchands présentaient ça en disant pour faire signer la personne, mais ils présentaient l'écran de pourboire. Alors, je sais pas si ça fait un peu bizarre quand même. Le mec dit vas-y, mets-moi mon pourboire. C'est pas très agréable. Donc, ensuite, on l'avait bougé sur l'écran de signature, ce pourboire. Et du coup, il y a des gens qui étaient pas très contents parce qu'ils disent ouais, mais maintenant les gens ils signent, mais du coup ils mettent plus de pourboire. Ils font comme s'ils n'avaient pas vu, puis ils passent le truc quoi. Et donc d'habitude, on essaye de choisir ce qu'on estime être le mieux pour nos marchands, mais là après avoir démarré cette conversation grâce à la mailing list, on a commencé à faire des analyses, à récupérer les données, dire est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu du pourboire, etc. Et finalement, on en est arrivé à faire un settings. Bon, c'est pas toujours la meilleure solution en termes de UX. On a essayé de prendre la meilleure, mais là on s'est dit pour tous ces cas-là où les mecs, ils aimeraient bien quand même avoir des gros pourboires, ils sont pas contents si on leur enlève ça. Voilà. Et après, ils étaient très contents. Donc tout ça pour dire qu'il y a différents types de feedback loop et que finalement le principe c'est qu'elles soient adaptées et alors ce qui est bien sur une mailing list par exemple, c'est que c'est vachement bien pour tout ce qui est UX, c'est-à-dire user experience. Donc j'aimerais bien telle feature, tel truc ne marche pas dans tel cas, etc. C'est pas très bon pour tout ce qui est technical feedback, genre ça marche pas. Ça marche pas. Voilà, vous savez très bien ce que c'est, hein, l'utilisateur qui vous dit ça marche pas, vous pouvez pas faire grand chose. Et un exemple de technical feedback où ça marche pas, c'est les crashs. Et ça va être mon troisième exemple. Je vais boire un petit coup, parce que je parle vite. Les crashs. Donc sur Android, ça ressemble à ça. Pas ça, hein, le chat, mais ça. Donc ça, c'est le message qui vous est affiché quand vous crachez. Et c'est très compliqué de gérer ça au niveau du support, évidemment. Donc il faut, une fois de plus, collecter de l'information de manière automatique. Google propose un système où l'utilisateur est présenté avec une pop-up où il peut dire oui, je veux envoyer un rapport de bug ou non, je veux pas. Donc en général, il fait non, je veux pas. Donc si vous utilisez ça, vous n'avez jamais aucune info. Et donc en fait, tout ce qu'il faut faire, c'est envoyer l'info et dire à l'utilisateur, rien lui dire en fait, et puis envoyer l'info de feedback, tout en faisant en sorte évidemment d'anonymiser les données pour éviter que des informations sensibles soient remontées. Donc qu'est-ce qu'on veut mesurer quand on regarde des crashs? Donc là, je vois qu'il y a quelques ingénieurs clients, donc vous avez peut-être une idée. Bon, c'est le principe d'un crash en général, mais la première chose à mesurer, c'est à se poser comme question, c'est qu'est-ce qu'un crash? Et qu'est-ce que je veux tracer comme métrique, en fait? Ça, c'est très important d'avoir des métriques, parce que vous faites une release, vous allez parler de qualité de code, on fait du clean code, on fait des machins, mais la vraie question, c'est est-ce que ça marche mieux ou est-ce que ça marche moins bien? Et comment on mesure ça? Alors, le volume global, c'est pas très malin, parce que si vous avez plus d'utilisateurs, vous avez plus de crash, hein, c'est à peu près mécanique. Le crash par user, c'est pas mal, mais bon, vous avez des users qui utilisent l'appli puis qui s'en vont. Et nous, on s'est intéressé, comme notre truc, c'est le paiement, on s'est intéressé au crash par transaction, par paiement. Parce qu'en gros, l'idée, c'est un mec qui fait 10 paiements, combien de fois ça va lui péter dans les mains quand il fait 10 paiements, quoi, ou 100 paiements. Et l'idée, c'est que ce soit le plus bas possible. Et évidemment, quelles données vous avez besoin pour un crash?
Alors là, une fois de plus, c'est assez classique et en même temps, c'est assez spécifique au développement client finalement. Ce dont on a besoin, c'est la stack. Hein, ça, évidemment, vous connaissez. Mais la deuxième chose dont on a besoin, c'est quelque part un historique technique de navigation, c'est-à-dire qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, l'utilisateur a cliqué à tel endroit, il allait sur tel écran, il est revenu, il a fait ça, il a fait ceci, il a fait ça. Ça a une valeur inestimable. Si vous n'avez pas ça dans vos rapports de crash, je ne sais pas comment vous faites, par exemple. Parce que une stack, c'est bien quand c'est hyper technique, c'est, je sais pas quoi, le DAO qui pète ou le machin. Mais si on n'a pas ça, ça, c'est ce qui permet de reproduire le use case, en fait. Et un dernier truc qui est très pratique, c'est avoir l'identifiant de l'utilisateur. Alors, un identifiant extérieur qui permet juste de relier dans vos bases de données au vrai utilisateur, parce que ça va vous permettre de le contacter, en fait. Donc ça, on le fait pas systématiquement, parce que quand même, c'est un peu... ça on n'a pas le temps. Mais dans les cas très rares où on a besoin soit de lui demander plus de détails, soit de lui dire écoutez, on a vu que vous galérez, parce que des fois c'est rigolo, on voit qu'il y a un crash, arrive à un mec et 200 fois, et on se dit le pauvre, il a besoin de faire un paiement et il n'y arrive pas, quoi. Puis il arrête pas de relancer l'appli. Donc ça fait mal au cœur. Hein. Et donc au final, on a envie de l'appeler et de lui dire écoute, tiens, mets à jour et tu vas voir, ça marche. On a corrigé le bug. Donc voilà, c'est un peu le truc qu'on essaye. C'est pour ça qu'on a un user token et ça permet éventuellement d'aller récupérer d'autres informations sur le marchand pour essayer de trouver s'il y a un truc spécifique dans sa configuration, dans ces choses-là, quoi. Et donc voilà, les différences. Je vais parler un petit peu des différences entre gérer les crashs côté client et côté serveur. En tout cas, ça c'est de mon point de vue. Un truc qui est très intéressant quand on est côté client, c'est que je sais pas si vous savez, on dit toujours ouais le cloud, c'est élastique, on a des milliers de machines, etc. Quand on fait du dev client, c'est pas des milliers, c'est des millions de machines qu'on a qui tournent le même bout de code en parallèle. Et c'est pas sur une copie Linux qui a été copiée 10 fois, 1000 fois, 100 fois. C'est sur des systèmes d'exploitation différents, même si ça peut être de l'Android, de l'iOS, ça a l'air d'être la même chose, mais ça peut être complètement différent, des hardware différents. Et du coup, on peut pas tout gérer et on sait pas trop. C'est tellement spécifique que ça c'est un exemple. Alors c'est un truc dans le passé, mais voilà. Sur une version 15 000 crashs, 675 crashs différents. Est-ce qu'on peut tout corriger? Eh ben non, on peut pas tout corriger. Donc il va falloir prioriser. Il va falloir prioriser évidemment ceux qui sont le plus importants, le plus impactant. Et le truc, c'est que quand vous regardez les stack traces, comme alors sur iOS, c'est plus facile, hein, parce qu'il y a finalement, c'est assez standardisé. Sur Android, chaque constructeur s'amuse à faire les trucs à sa sauce. Et donc au final, vous avez des stack traces avec des noms de méthodes et des noms de classes que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vus, et vous n'avez pas moyen de savoir ce que c'est, quoi. Donc après, il faut prioriser. Et puis s'il y a un truc qui arrive souvent, même si vous n'avez pas le code, vous allez acheter le téléphone parce que ça arrive suffisamment souvent pour que vous vouliez le corriger. Et enfin, une dernière règle qui est assez intéressante. Moi, j'étais surpris au départ. C'est l'idée que mieux vaut cracher que pas trop savoir quoi faire. Et par ça, ce que je veux dire, c'est, je sais pas si vous avez déjà eu le cas, vous avez une null pointer exception. Donc il y a un truc très facile pour fixer une null pointer exception, c'est if machin différent de nul. J'ai fixé ma null pointer exception, plus de problème, je fais plus mon appel si le truc est nul. Et ça marche, puis ça pète 2 lignes plus loin, quoi. Mais bon, voilà. Et en fait, l'idée de faire crasher, c'est de dire essayer de mettre partout des assertions et des vérifications pour dire on pense que l'appli est dans cet état-là à cet endroit. Et si c'est pas le cas, explose. Et la raison sous-jacente, c'est qu'on fait du paiement et qu'on ne peut pas se permettre d'être dans un état où on ne sait pas trop s'il est fait, s'il n'est pas fait, si ça va aller jusqu'au bout ou pas, etc. Et ça a un impact, ça veut dire que les crashs sont très très rapides au début, c'est-à-dire quand vous faites des nouvelles choses, ça peut vous péter dans les mains très rapidement. Par contre, l'impact à long terme, c'est que le code devient de bien meilleure qualité parce que d'un seul coup, les intentions sont beaucoup plus claires. Vous voyez dans votre code, ah oui, là, il y a ce check-là et ça met une assertion là. Donc ça veut dire que de toute façon, on s'attend à ça en entrée. Et c'est une manière de coder qui est très intéressante. C'est-à-dire, au lieu d'essayer de tout rattraper et de dire, ah, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça, on y va, on dit non, c'est comme ça, et puis si c'est pas comme ça, tu pètes. Et peut-être que je me suis gouré dans mon assertion, mais je le verrai très vite quand je testerai. Et du coup, je pourrais éventuellement corriger. Et évidemment, la contrepartie de ça, c'est ce qu'on appelle les progressive rollouts. Rollout, c'est l'idée de pas shipper la nouvelle version à tout le monde, c'est l'envoyer à 5% des gens.
de regarder qui c'est qui crache à peu près quand. Alors c'est pas sympa parce que les 5%, ils ont une version qui va, en général, cracher beaucoup plus que les autres, quoi. Parce que c'est la nouvelle version, il y a forcément des nouveaux bugs. Alors on corrige les anciens, mais il y a des nouveaux bugs. Donc on la laisse tourner pendant quelques jours, on prend les stats, on dit bon, est-ce que ça se passe bien au niveau des crashs? On fixe les crashs les plus importants, puis on ressort une nouvelle version. Et enfin, finalement, un peu la question du comment. Donc ça, c'est très côté client, hein, mais on avait sorti un truc open source qui s'appelait Squash, qui permettait de collecter des erreurs. Il paraît, on s'en sert côté serveur, on s'en sert plus du tout côté client. Je me souviens de quelqu'un qui me dit ah ouais, je voulais l'utiliser tout dans mon appli et tout. Bon, on s'en sert pas nous. Hein. On s'en est servi un petit peu, mais on a arrêté. Parce qu'en fait c'était pas adapté et le problème c'est que c'est pas notre métier. C'est compliqué hein, de développer un truc de rapport de crash et on n'avait pas les ressources pour ça. Donc on est passé à Crashlytics qui est très joli. Ça veut un peu tout dire. C'est très joli, mais et ça fournit plein d'informations dont on n'a pas besoin. Donc vous avez le niveau de batterie, vous avez je sais plus, des trucs sur l'écran, vous avez tout un tas de trucs, est-ce que le device est routé, un thread dump, enfin tout un tas de trucs. Mais par contre, il y avait rien. Au départ, il n'y avait même pas les trucs de base, genre copier-coller une stack trace ou des trucs comme ça. Donc on leur a donné le feedback. Et surtout, ce qui est un peu embêtant, c'est que le SDK est pas open source et du coup, ils ont un peu du mal à faire les modifs qu'on leur demande. Et du coup, c'est un peu chiant de pas avoir le côté open source et de pas contrôler ce qui se passe et puis les données sont pas chez nous. Et donc là on est passé à Bugsnag assez récemment. C'est pas mal. L'intérêt c'est que le SDK est open source. C'est pas aussi, enfin si c'est quand même assez joli. C'est moins stylé que Crashlytics. Mais ça marche bien et c'est customisable et surtout ça peut être hosté, ça peut être, on peut l'avoir en interne quand on n'est pas obligé d'avoir les données chez les autres. Du coup, le chat, il est content. Voilà. Donc, bah écoutez, j'ai tracé. J'espère que, je sais que les sièges sont confortables et que du coup, et puis c'est pas que ça peut être, puis c'est l'heure de la sieste. Puis peut-être que vous étiez fatigué, peut-être que c'est moi. Mais du coup, ça peut faire, ça peut faire dormir. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Là, alors, j'ai mis une photo de Snoop Dogg. Pourquoi? Parce que pendant que je préparais, je finissais ce talk, il y a Snoop Dogg qui est passé dans les locaux de Square à San Francisco. Donc là, c'est Snoop Dogg et puis là, c'est Jack Dorsey qui est notre CEO, donc le PDG. Et voilà. Et bon, bah, j'étais pas là. Hein, j'ai raté Snoop Dogg. Mais ça, c'est un petit peu le petit message. Bon, avant de conclure déjà, la conclusion, c'était bon. J'espère que ces exemples vous ont inspiré et que vous allez regarder un petit peu les feedback loops que vous avez en place dans vos entreprises, éventuellement réfléchir à ce que vous pouvez mettre en place. Et puis le dernier petit point pub, c'est si vous voulez venir bosser chez Square, des fois il y a Snoop Dogg qui vient chez Square. C'est quand même pas mal. Voilà, merci. Avant de répondre aux questions, juste un point. Si vous avez comme question quand est-ce que Square vient en France, je ne peux pas y répondre. Et toutes les questions sur la stratégie d'entreprise, je peux malheureusement pas y répondre. J'aimerais beaucoup, mais je peux pas. Voilà, je tiens à prendre les devants. Vas-y. Juste les deux outils pour le progressive rollout et le tracking de la nav de l'user. Vous utilisez quoi? Le tracking de quoi, pardon? De la navigation de l'user. Donc pour le progressive rollout, on utilise ce qui est fourni par Google en fait, le Play Store. Donc dans l'interface, on peut mettre 5%, etc. Et pour le tracking, on utilise essentiellement Flurry. Et on est en train de passer. En fait, on est en train de faire évoluer ce qu'on a mis en place pour les swipes, le reporting de data. On est en train de l'étendre et de le faire pour tout. Mais jusqu'à présent, on utilisait essentiellement Flurry en fait. Ouais. Sur le slide, make it crash, tu as envoyé une exception, ça veut dire que tu veux vraiment faire crasher l'application ou est-ce que quand l'exception est lancée, il y a quand même une erreur
qui est affiché à l'utilisateur et du coup l'application est toujours vivante. Ah non, non, on fait cracher l'application. Oh, elle pète quoi, tu vois la dialogue qui dit l'application a planté. On cherche pas à rattraper les erreurs parce que, en tout cas dans notre expérience, c'est un peu comme si t'as un truc qui rattrape ça, puis t'en rattrapes un autre. Enfin, tu vois, c'est assez visuel ce que je fais là, mais ce que je veux dire, c'est que tu t'en remets pas quoi. Alors après, on pourrait dire ouais, il y a des erreurs. On a ce qu'on appelle les erreurs non fatales, et dans ce cas-là, tout ce qu'on fait, c'est envoyer un log. Mais ça, c'est plus par exemple pour tout ce qui est I/O, quand on fait un appel HTTP, puis qu'évidemment, bah, ça se plante, on va pas planter l'appli. Voilà. Mais tout ce qui est attente, on s'attend à être dans un état. Quand je suis sur cet écran-là, je pense avoir un numéro de carte bleue disponible. Si je l'ai pas, il y a un problème, et je vais pas essayer de dire peut-être que tu veux retourner à l'écran d'avant, peut-être que je sais pas quoi. Je vais dire non, c'est mort. Voilà. Donc, du coup, vous essayez même pas de lui dire bon là il y a un problème, recommence. C'est directement on crash. Ouais, donc ouais, on n'essaye pas de dire recommence, etc. Non, c'est vrai Alors après, le truc qui nous aide, c'est que, alors je sais pas pour iOS, je sais que pour Android, le process est redémarré juste après. Mais bon, les données sont perdues, ouais. Mais c'est vrai que c'est très radical, mais ça a beaucoup amélioré la qualité. On a un taux de crash qui est très très faible du coup, grâce à ça, quoi. J'ai deux questions. La première, c'est quand est-ce que Megan Fox va visiter Square? Quand est-ce que comment? Megan Fox va venir visiter Square. C'est confidentiel, je peux pas en parler. Ah, d'accord. La deuxième, c'est plutôt Square a beaucoup de frameworks qui sont open source, enfin ils produisent beaucoup en tout cas. Comment vous organisez internement pour gérer le peaufinage et la mise à la disposition publique de tous ces frameworks? C'est une très bonne question. On a un gars qui s'appelle Jake Wharton. Ouais. Il fait tout. Voilà. Non, c'est pour les gens qui font pas d'Android, c'est un gars très connu dans la communauté Android parce qu'en moyenne, il pond une librairie par semaine et c'est assez impressionnant. Mais l'organisation est très, on va dire, anarchique. C'est-à-dire qu'on a du temps pour bosser sur ces choses-là quand on veut bosser dessus. Et c'est très sur la base de tout le monde fait ce qu'il veut, quoi. Donc par exemple moi sur l'appli Register, on a développé à plusieurs Martha, enfin c'est essentiellement Ray Ryan, et on contribue là-dessus parce qu'on contribue dans l'appli, on se dit tiens il y a un bug, on le corrige et puis on contribue en open source, c'est évident. Et c'est vrai qu'on a du coup une approche qui est très on va développer une lib parce qu'on en a besoin. Et à un moment, quand ça fait quelques mois qu'on l'utilise, 6 mois, 1 an, ou en général même plus rapidement, quand ça commence à être à peu près stabilisé en termes d'API, on dit est-ce que ça on peut pas en faire un truc open source? Et c'est vraiment l'approche de base. Toutes nos librairies, on les prépare, on les développe, on commence à les développer en se disant qu'un jour on va peut-être les open sourcer. Et le gros intérêt, c'est que du coup ça monte la barre en termes de qualité, en termes d'organisation du code. C'est une approche que je vous conseille. Alors après, l'autre impact, c'est que ça fait une grosse visibilité dans la communauté en fait, et donc ça attire les développeurs. Moi, c'est comme ça que j'ai été recruté par Square. C'est parce qu'on via l'open source, en communiquant, etc. Et donc c'est plutôt une bonne approche. Et puis c'est bon pour la communauté. On est bon? Encore une question. T'as le temps, il y a de la marge. Merci Pierre-Yves. Moi je t'ai connu plutôt développeur Android et maintenant je te retrouve développeur qui fait tout, de la data dans tous les sens. Qui bouge les mains, tout ça. C'est un truc que je remarque dans beaucoup de startups aux US où finalement on ne se contente pas d'un seul rôle. Et est-ce que tu peux me dire un peu quelle était ton évolution de passer du Android hacker que tu es au mec qui va chercher la donnée dans tous les sens, à comprendre comment son truc marche, aller au-delà un peu de ce que tu fais, sortir un peu de sa zone de confort? En fait, je dirais que c'est très libre en fait. C'est-à-dire que c'est pas qu'on va nous dire il faut absolument que tu fasses du serveur et du dev, etc. Je connais des devs iOS qui sont excellents et qui disent non, moi je veux pas toucher une ligne de serveur, hein, c'est mort. Voilà. Mais je pense que la grosse différence, c'est qu'on est beaucoup plus libre de bouger, d'aller. En général, moi, le truc, quand je vais voir quelqu'un côté serveur en disant, ça m'arrivait beaucoup au début en disant, ouais, je voudrais bien savoir les données, là, est-ce que tu pourrais me filer, me répondre à telle question sur les datas, ou est-ce que tu pourrais corriger tel truc? Et très souvent, la réponse était, attends, tiens, installe tel truc,
Voilà, tac, prends tel login, tel machin, et maintenant tu te démerdes. Et donc ça c'est très intéressant parce qu'au début tu te dis ouais bon en fait vous connaissez l'histoire là plutôt que de je sais plus c'est quoi pêcher pour apprendre au mec à pêcher au lieu de lui filer des poissons. Voilà, c'est une version un peu mais c'est le même principe, c'est-à-dire qu'au début c'est surprenant mais on apprend beaucoup très vite et du coup on se retrouve très très vite à être capable de faire plein de choses partout et ça c'est plutôt bien vu en général et ouais, moi je pensais pas. C'est l'exemple là, je vous ai parlé du lecteur. Moi, quand j'ai fait mes études d'informatique, on avait des cours de traitement du signal. Moi, j'aimais bien coder. Je disais le traitement du signal, franchement, ça m'intéresse pas. Je ferai jamais ça dans ma vie. De toute façon, je vais coder des applis, du web, etc. Je ferai jamais ça. Et au bout de quelques mois chez Square, on m'a dit bah tiens, ça te dirait de bosser sur le lecteur? Ok. Ouais, c'est un signal audio, puis il faut faire des analyses et tout, machin. Et bon, j'aurais dû suivre un peu plus en cours, mais l'idée, c'est que on sait pas sur quoi on va bosser. C'est super intéressant et il n'y a pas vraiment de limite, quoi. Et chacun peut faire un peu ce qu'il veut. Voilà. Voilà. Bah, bonne journée. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.